Donc, je vois que d'autres participants se sont connectés. Donc, bienvenue aux nouveaux participants qui se sont connectés à notre webinaire sur la maîtrise du cadre réglementaire de la mise sur le marché d'un produit sur le marché européen. Donc, bienvenue à tous. Quelques consignes tout d'abord pour le bon déroulement de ce webinaire. Alors, pour une meilleure écoute et un meilleur confort d'écoute, vos micros sont éteints, donc c'est normal. Mais vous avez la possibilité de poser vos questions au fil de l'eau via le chat. Donc, vous le voyez en fait dans la boîte de dialogue sur votre droite. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par écrit et on y répondra à la fin de ce webinaire. Et un dernier élément également, nous mettons à votre disposition, nous avons créé un questionnaire de satisfaction que nous vous invitons à bien compléter aussi avant de vous déconnecter complètement de la plateforme GoToWebinar. Donc, ce questionnaire de satisfaction nous permettra de nous améliorer et d'être davantage performants pour nos webinaires à venir. Donc, je me présente, je m'appelle Anne Siniger et je suis conseillère réglementation et juridique à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain. Donc, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain, pour faire très rapide, est un établissement public qui est administré par des chefs d'entreprise et dont le but est de contribuer au développement économique des entreprises du ressort du département de l'Ain. Dans le cadre de la CCI, nous avons donc un service développement et appui aux entreprises, c'est ce service auquel j'appartiens et qui est essentiellement orienté pour les entreprises du secteur industriel, le BTP ou le service aux entreprises. Nous vous proposons différents panels de services et d'actions, d'ateliers, de conférences, tout orienté en fait dans le cadre du développement de votre entreprise. Donc, nous avons diverses thématiques. Nous travaillons surtout avec vous sur diverses thématiques comme par exemple l'innovation, l'industrie du futur, la R&D. Comment également améliorer votre compétitivité, comment vous développer durablement grâce à la maîtrise de la réglementation environnementale et de l'énergie. Nous vous accompagnons également sur tous les sujets qui sont liés à votre développement à l'international. Et plus spécifiquement, donc nous avons une mission juridique et réglementaire sur tous les sujets qui sont également mentionnés dans cette slide. C'est questions juridiques et réglementaires qui touchent évidemment toute problématique liée à votre développement. Donc, à titre évidemment non exhaustif, nous traitons des questions de la fiscalité, de la douane, de la réglementation produit et de l'autorisation de mise sur le marché. Donc, c'est la problématique, en tout cas la thématique de ce webinaire aujourd'hui. La réglementation REACH, la normalisation et le marquage CE, donc également ce que nous allons voir tout à l'heure. Réglementation du commerce international, les incoterms, les contrats à l'international, l'implantation à l'étranger et tout pour ceux aussi qui s'intéressent à la question de la mobilité internationale des travailleurs. Donc, nous mettons à votre service pour vous accompagner différentes possibilités d'accompagnement. Donc, il passe déjà par le système, on va dire, de SVP téléphonique, le question-réponse de premier niveau, où vous nous appelez, vous nous envoyez un mail à l'adresse que vous voyez ici en haut à droite et on tâche de vous répondre dans les meilleurs délais, en général d'ici 48 heures. En général, après cela peut varier d'une période de l'année à une autre. Nous pouvons également vous proposer des rendez-vous en entreprise avec des conseils individualisés. Tout ça, c'est pour les personnes qui souhaitent aller plus loin dans la recherche juridique et réglementaire pour un produit, par exemple, ou qui veulent en tout cas approfondir un sujet. Nous avons également via nos plateformes comme notre site internet, nos réseaux sociaux, les newsletters, etc. Donc, nous sensibilisons les entreprises à des sujets de thèmes d'actualité au niveau juridique. Je pense notamment au Brexit, par exemple. Mais pour ce qui concerne, par exemple, la réglementation européenne des produits, ça va être une nouvelle directive ou une mise à jour d'une directive, une nouvelle mise en vigueur, une précision, etc. sur un produit. Et
en dernier, donc nous avons une prestation particulière qui elle est payante, qui s'appelle le check réglementaire et juridique à l'international. C'est une prestation où nous venons 2 fois en entreprise. Une première fois où nous établissons un diagnostic pour comprendre un petit peu le projet de développement à l'international d'une entreprise. Et le second rendez-vous consiste à restituer un rapport. Le but étant de valider votre projet à l'international pour tous les aspects d'ordre juridique et réglementaire. Donc, n'hésitez pas à me recontacter. Vous avez également le mail, en tout cas, pour nous recontacter si vous souhaitez des précisions sur tous ces services. Donc, pour récapituler, la Chambre de commerce et d'industrie, notre rôle, c'est informer, sensibiliser, accompagner. Et tout cela dans une logique de proximité avec vous. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons à cœur de venir vous rencontrer en entreprise et d'établir une relation, en tout cas sur le long terme, et vous aider à vous accompagner dans vos projets de sa, on va dire, phase de réflexion jusqu'à sa phase de réalisation. Donc, nous avons, à titre d'information, 24 000 ressortissants sur le département de l'Ain. Donc, si vous souhaitez en tout cas en savoir davantage, vous avez n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet via nos fils d'actualité que nous envoyons régulièrement sur vos adresses mail. Et puis, nous avons également un compte Twitter, un compte LinkedIn et Facebook où nous relayons un bon nombre d'informations, un bon nombre d'ateliers et d'activités comme ce webinaire aujourd'hui sur les différentes thématiques que nous abordons. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, donc je fais un rappel du programme que nous avons communiqué en amont. Donc, évidemment, maîtriser le cadre réglementaire de la mise sur le marché européen de votre produit, c'est à la fois très vague. Cela peut concerner une multitude de réglementations. Donc, ce n'est pas en une demi-heure que nous allons traiter ce sujet-là qui est quand même extrêmement complexe et puis qui rassemble une multitude de règlements et directives européennes. Donc, nous allons surtout nous concentrer aujourd'hui sur le marquage CE. Donc, qu'est-ce que c'est que le marquage CE? Quels sont les produits concernés? En deuxièmement, donc, nous allons voir qu'au final, ça concerne déjà beaucoup de produits. En troisièmement, nous allons faire un point sur ce qu'on appelle la garantie de la conformité des produits. En fait, ça sera plus un focus sur le processus à respecter pour pouvoir prouver la conformité du produit avec la réglementation du marquage CE, toutes les démarches et ce qu'il faut faire en tout cas pour se mettre en conformité. Donc, en quatrièmement, nous ferons un point sur la réglementation environnementale et les substances chimiques. Donc, donc volontairement, nous allons donc aller au-delà de la réglementation du marquage CE en tant que tel, pour une raison qui est, on va dire, peut-être pas forcément évidente, mais qui s'explique, c'est que les réglementations environnementales, elles sont en général interdépendantes des produits qui sont soumis au marquage CE. C'est souvent, enfin, une fois que le produit est marqué CE également, il y a aussi des obligations en matière de réglementation environnementale. Et en dernier lieu, nous terminerons sur la présentation de notre réseau Enterprise Europe Network. Donc ça, c'est un réseau à votre disposition pour vous conseiller sur la législation communautaire. Donc, nous allons voir comment, en fait, vous pouvez aller à la source de renseignements, ou si vous voulez aller plus loin à la suite de cette présentation, nous allons vous donner les outils et les interlocuteurs qui pourront vous aider à davantage éclairer tous les sujets et les problématiques que nous allons soulever tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que le marquage CE? Alors, le marquage CE a été créé dans le cadre de la législation d'harmonisation technique européenne. Donc, ce marquage CE s'inscrit premièrement dans ce qu'on appelle le cadre de la directive sécurité générale des produits, qui est une directive de 2001 et qui pose le principe d'une obligation générale pour tout fabricant d'assurer la sécurité d'un produit qui est mis sur le marché européen et qui est destiné aux consommateurs et qui peut être utilisé par eux, c'est-à-dire des personnes qui n'ont absolument aucune compétence, en tout cas présumée, de la manière dont ce produit a été fabriqué. Donc ce marquage CE,
il est obligatoire pour tous les produits qui sont couverts par une ou plusieurs directives, plusieurs textes réglementaires, pardon, donc directives et règlements. Vous allez voir tout à l'heure dans les slides prochaines un tableau qui récapitule les directives spécifiques marquage CE. Donc le marquage CE doit être apposé sur ces produits qui sont concernés par ces directives. Et évidemment, donc cette réglementation pose un principe également où tous les produits qui ne sont pas couverts par les directives et règlements du marquage CE, eh ben, il est interdit d'y apposer ce marquage. Donc ça, c'est évidemment un élément important qu'il faut bien connaître parce que on est dans la réglementation si on marque CE son produit. Par contre, si on marque CE son produit alors qu'en fait, il n'est pas concerné par les directives, en fait, on se retrouve évidemment passible d'une amende. Donc, le marquage CE confère aux produits qui sont concernés le droit de libre circulation sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et de l'espace économique européen, c'est-à-dire, en plus des États de l'Union européenne, la Suisse, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Pour apposer le marquage CE sur son produit, le fabricant doit réaliser ou faire réaliser des contrôles et essais qui assurent la conformité du produit aux exigences essentielles, notamment de sécurité et de santé, définies dans la ou les textes réglementaires concernés. Donc, une précision importante, c'est que le marquage CE n'est en aucun cas une marque de certification ni une indication relative à la qualité du produit, comme pourrait être par exemple un IGP, une AOC ou alors plus un label ou quelque chose comme ça. Ça n'est en aucun cas un label. C'est juste en fait un marquage qui est de nature réglementaire et qui indique que ce produit est présumé conforme à la réglementation européenne de santé et sécurité générale des produits et qui respecte les directives qui concernent ce marquage CE. Et ce marquage, du coup, confère une liberté, une libre circulation de ce produit dans l'ensemble de l'Union européenne et de l'espace économique européen, comme dit tout à l'heure. Donc, quels sont les produits concernés par le marquage CE? Il est donc nécessaire pour pouvoir savoir si un produit est concerné ou non, de se reporter au texte des directives et règlements d'harmonisation technique ou des mesures nationales qui les ont transposées. Donc une précision est en fait ici que donc, nous avons évidemment la législation européenne et pour qu'elle soit applicable dans un pays, il faut également qu'elle ait été transposée en droit interne. Donc, pour nous, en France, ça pourrait être le code de l'environnement, le code de la santé publique, et divers codes nationaux qui relèvent évidemment du droit français. Ces directives et règlements énoncent le champ d'application des produits concernés et, le cas échéant, les produits exclus. Donc, évidemment, cela donne aussi une indication si, justement, vous posez la question de savoir si votre produit est concerné ou non par la réglementation du marquage CE. Donc, normalement, à l'issue de l'étude des directives et règlements, vous devez être en mesure de savoir si votre produit doit ou pas être marqué. Donc, nous pouvons compter surtout 24 textes réglementaires d'harmonisation technique qui prévoient la position du marquage CE et qui couvrent de vastes catégories de produits comme évoqué. Donc, encore une fois, nous le répétons, seuls les produits relevant de ces textes doivent porter le marquage CE. Donc, peut-être que vous avez déjà plus ou moins regardé ces directives, ou en tout cas, vous êtes déjà penché sur cette question-là. Vous vous rendrez compte en fait que ces directives sont assez généralistes et n'apportent pas forcément des précisions extrêmement techniques de la manière dont il faut s'y prendre pour du coup apporter la preuve que votre produit est bien sécurisé et respecte ces fameuses exigences générales de santé et de sécurité. Donc, c'est la raison pour laquelle l'Union européenne en fait, a établi une liste de normes harmonisées qui sont en fait volontaires. Ça veut dire que les directives peuvent vous dire pour pouvoir se mettre en conformité avec telle directive, voici les normes qui peuvent être suivies. Elles sont absolument volontaires, vous n'êtes pas tenu de les suivre, mais c'est vrai que c'est pour vous une manière d'être certain, en tout cas d'être assuré au maximum que votre produit a bien
respecter les exigences mentionnées dans les directives. Donc, nous voici arrivés sur 3 slides. Donc, vous allez voir une section de 3 slides qui correspondent à un tableau qui répertorie les fameuses 24 directives et règlements, en tout cas les textes qui concernent le marquage CE. Donc, ils sont 10 textes nouvelle approche qui sont aujourd'hui, en tout cas en vigueur, hein, au jour où je vous parle, et qui prévoient du coup le marquage CE sur les produits qui sont concernés. Donc, nous allons quand même passer assez rapidement parce que la liste risque très facilement d'être fastidieuse. Donc, nous avons en premier lieu le matériel électrique basse tension. Donc, à titre d'exemple concret, et non exhaustif, nous avons les équipements électriques et électroniques. Donc, ça couvre en fait un très grand nombre de produits de consommation courante que vous connaissez. Hein, c'est les fameux EEE. Donc, s'il fallait donner des exemples, nous avons par exemple les sèche-cheveux, les machines, les machines à café par exemple, les machines à laver, la vaisselle, etc. Nous avons ensuite donc une directive récipient à pression simple. Donc, ça veut dire des réservoirs, des compresseurs, réservoirs de freinage pour véhicules contenant de l'air ou de l'azote à température ambiante. Donc, à pression simple, c'est-à-dire des équipements qui contiennent de l'air ou de l'azote à température ambiante. Nous avons une directive sécurité des jouets, une directive produits de construction. Donc, c'est assez vaste, évidemment. Il y a 27 familles de produits, comme des familles comme la charpente, les fondations, les cloisons, etc. Donc, c'est assez large. Cette directive est très large. Nous avons la directive compatibilité électromagnétique, la fameuse CEM pour les initiés. Donc, c'est-à-dire tout système électronique qui sont intégrés dans tout type de catégorie de produits, mais qui peuvent être susceptibles d'engendrer des incompatibilités potentielles au niveau électromagnétique. Nous avons la fameuse directive machine. La directive sur les équipements de protection individuelle, les fameux EPI. Donc, cela concerne par exemple les vêtements professionnels, les casques de chantier, chaussures de sécurité, etc. 3 directives qui vont concerner ce qu'on appelle les dispositifs médicaux. Donc, dispositifs médicaux classiques, comme par exemple des médicaments, prothèses, lunettes. Il s'agit en fait de 20 000 types de produits différents. Donc, qui sont classés qui vont être classés selon 3 classes en fait précisément. Donc là, il convient de se référer à la directive pour savoir dans quel classement votre dispositif médical se trouve. Nous avons après une directive spécifique pour les dispositifs médicaux implantables actifs. Nous pensons par exemple aux pacemakers ou aux défibrillateurs. Donc ça, c'est pour rendre, en fait, je vous ai donné des exemples concrets pour rendre parlant ces directives qui, dans un premier temps, paraissent peut-être très ardues quand on ne maîtrise pas forcément tous les tenants de la réglementation européenne. Donc, pour terminer avec les dispositifs médicaux, nous avons également une directive spécifique pour les dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro. Et là, nous pensons par exemple aux tests pour mesurer le taux de glucose dans le sang, par exemple, ou un test de grossesse. S'en suivent également les appareils brûlants des combustibles gazeux. Donc, c'est pareil, un terme assez vague, mais nous pensons aux équipements à gaz comme les poêles, les inserts, les appareils de cuisson. Donc, une directive que nous appelons rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustible liquide ou gazeux. Donc, cela, en fait, concerne évidemment des chaudières à eau chaude alimentées en combustible. Donc, il convient évidemment de se référer à cette directive pour ce type de produit. Nous avons les explosifs à usage civil, comme les détonateurs, les cordeaux détonants, poudres propulsifs, etc. Nous avons alors une directive que l'on connaît sous la dénomination de ATEX, c'est-à-dire appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive. Donc, cela peut concerner en fait bon nombre de produits à partir du moment où ils sont destinés à être utilisés en atmosphère explosive.
Donc cela, évidemment, cela fait référence en fait à l'environnement dans lequel un produit va être utilisé. Une directive sur les bateaux de plaisance, sur les ascenseurs, également sur les équipements sous pression. Donc nous pensons par exemple aux bouteilles à gaz, compresseurs d'air, extincteurs, bouteilles de plongée. Les instruments de mesure, donc comme les thermomètres, les stéthoscopes, les altimètres, etc. Au niveau des équipements radio, électriques, équipements terminaux de télécommunication et des équipements hertziens. Donc, nous avons les radars, les radios, télévisions, portables, télécommandes, faisceaux hertziens, etc. Donc, vous vous rendez bien compte que la réglementation du marquage CE concerne un très, très grand nombre de produits. Voici encore les dernières directives qui concernent le marquage CE, comme les installations à câble, instruments de pesage à fonctionnement non automatique. Donc ça, en fait, c'est concernant la métrologie. Les articles pyrotechniques et enfin, et en dernier lieu, la limitation des substances dangereuses dans les équipements électroniques et électriques, c'est-à-dire la fameuse ROHS, donc qui est souvent cumulée du coup avec la directive sur les produits de basse tension. Donc évidemment, vos produits peuvent être, enfin, votre produit peut parfois être relevé de plusieurs directives énoncées du marquage CE, par exemple ROHS et la directive sur basse tension, ou alors la CEM, etc., les jouets également, qui peuvent être à la fois aussi des produits électriques et électroniques, un jouet s'il y a de l'électronique à l'intérieur. Donc en fait, une fois que vous avez apposé le marquage CE sur ce produit, il est susceptible évidemment de respecter toutes les directives marquage CE dont il relève. Nous allons donc passer maintenant à la troisième partie de notre webinaire, donc la garantie de conformité des produits. Donc une fois qu'on a énoncé, on va dire, le champ d'application du marquage CE, donc évidemment, il conviendra de se référer à chaque directive spécifiquement relevant de votre produit. Et il va y avoir, on va dire, des réglementations, une procédure à respecter spécifique et intégrée dans ces directives. Cependant, il y a un cadre général du marquage CE où, en général, à partir du moment où votre produit doit être marqué CE, il y a, on va dire, une procédure d'évaluation de la conformité qui va être commun à tout type de produit soumis au marquage CE. Donc, cette évaluation de la conformité procède en 2 étapes. Donc, elle se rapporte à la phase de conception du produit, à sa phase de fabrication. Le but étant évidemment qu'au moment où le produit arrivera entre les mains du consommateur final, ce produit soit assuré du respect de la réglementation sur les exigences en matière de sécurité et de santé pour le consommateur final. Donc, nous avons 8 types de procédures d'évaluation. Donc, je vais passer très rapidement sur ces 8 types. En tout cas, je vais les énoncer. Mais ce qui est surtout très important d'avoir en tête, en tout cas pour ce webinaire, c'est qu'il est surtout nécessaire de se reporter à la législation correspondante, c'est-à-dire à la directive ou au règlement correspondant à votre produit pour savoir quels modules sont applicables à votre produit. Donc là, ici, c'est assez généraliste, mais en fonction d'où relève votre produit, vous serez tenu ou non de respecter ces modules. Donc, nous avons le contrôle interne de la fabrication, nous avons l'examen CE de type, la conformité avec le type, l'assurance qualité du procédé de fabrication, l'assurance qualité du produit, la vérification sur produit, la vérification à l'unité et l'assurance qualité complète. En tout cas, toujours est-il, c'est qu'une fois que vous avez marqué CE, ou en tout cas vous avez suivi le processus de garantie de conformité du produit, vous allez devoir en fait attester de la conformité du produit. Donc, l'attestation de la conformité du produit se fait au moyen de 2 documents essentiels qui s'appellent en fait la déclaration de CE de conformité et également le dossier technique. Donc, pour la déclaration de CE de conformité, elle incombe au fabricant. Ça veut dire où qu'il soit dans le monde, il doit rédiger à partir du moment où ce fabricant
a pour intention de mettre sur le marché européen le produit qu'il fabrique, il va du coup devoir rédiger une déclaration CE de conformité. Et cela même si en fait le fabricant fait appel à un organisme de contrôle tiers. Ça veut dire ce qu'on appelle un organisme notifié. Nous allons en parler tout à l'heure dans la slide suivante. Donc c'est un document par lequel le fabricant atteste que son produit est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la réglementation. Et il engage donc sa responsabilité. Donc, pour vous donner une idée de ce à quoi pourrait ressembler pour vous donner un ordre d'idée de savoir à quoi pourrait ressembler une déclaration CE de conformité, donc je vous ai mis un exemple de trame ici sur votre droite. Hein, c'est évidemment à titre totalement indicatif, mais c'est pour vous montrer à quoi pourrait ressembler cette déclaration. Et cela, évidemment, très important, c'est que si vous êtes tenu de faire appel à un organisme notifié dans le processus d'évaluation de la conformité, vous allez de toute façon devoir, en plus de l'attestation délivrée par l'organisme notifié, vous allez devoir de toute façon produire ce document de déclaration de conformité. Donc ça, c'est une obligation, c'est prévu par les textes. Donc, pour faire un point sur ce qu'est un organisme notifié, c'est un organisme qui est mentionné dans les directives européennes, qui est du coup accrédité par la Commission européenne pour être en mesure d'attester que votre produit est bien conforme aux exigences de santé et de sécurité énoncées par les textes en fait. Donc il y a certaines directives qui exigent de faire appel à un organisme notifié, d'autres non, mais c'est souvent en général on va dire une garantie pour le fabricant si vous faites appel à un tiers pour vérifier que votre produit est bien sécurisé, pardon. En tout cas, c'est le fait de faire appel à un organisme qui est bien répertorié et accrédité par la Commission européenne. Cela indique qu'il est tenu, en tout cas, de respecter le processus d'évaluation de la conformité tel que mentionné dans les textes. Donc, pour rechercher et faire la recherche d'un organisme accrédité, nous avons en fait une base de données qui s'appelle la base de données NANDO, qui est une base que l'on retrouve sur le site ici là que vous voyez ici en bas de la slide, qui est un site de l'Union européenne. Donc ce site internet est intéressant à consulter. Vous allez voir en fait que vous avez la totalité de tous les organismes qui sont accrédités au niveau européen. Donc il n'y a pas que la France. Maintenant, donc revenons au dossier technique. Donc qu'est-ce que c'est que ce dossier technique, hein? Son objectif est d'attester la conformité du produit. Alors, ce dossier, en fait, de manière autant, en fait, la déclaration CE de conformité, elle est forcément intégrée au produit. Le dossier technique, lui, n'est pas obligatoirement à communiquer à tout public ou à toute personne. Et puis, toute personne n'est pas susceptible de vous le demander. En fait, ce document peut vous être demandé par des personnes en fait qui, comme par exemple la DGCCRF ou des organismes publics hein, qui sont censés, qui ont le pouvoir en tout cas de contrôler votre produit. Et il va falloir en fait que votre dossier soit préparé le jour où vous avez un contrôle. Néanmoins, ce document n'est pas à communiquer, on va dire volontairement, mais il faut toujours l'avoir, on va dire sous le coude hein, en cas de contrôle. Donc, les conséquences du marquage CE. Donc, une fois que vous avez suivi tout le processus hein, de validation et de garantie de la conformité du produit au marquage CE, donc, il va pouvoir être librement commercialisé sur le marché européen. Il peut circuler librement. Et évidemment, un élément très important, c'est-à-dire que l'absence de marquage ou le faux marquage pourra être sanctionné par des poursuites administratives et pénales. Donc ça, j'en reviens à ce que nous avons dit au tout début de notre webinaire, mais c'est un élément très important à prendre en considération. Et vous voyez tout en bas de cette slide, donc le logo, si je puis dire, du marquage CE.
qui est censé être apposé sur les produits qui sont concernés. Donc ça, c'est vraiment le logo réglementaire, si je puis dire. Voilà, donc nous en avons fini avec la question du marquage CE en tant que tel. Nous allons maintenant passer sur la réglementation environnementale et les substances chimiques. Et donc, on va dire faire un petit listing de 3 réglementations qui me paraissent importantes à connaître et qui touchent la réglementation environnementale européenne. Donc, nous allons commencer par le règlement REACH, qui veut dire en fait enregistrement, autorisation et restriction et notification des substances chimiques. Alors ici, le but de cette slide n'est pas évidemment de rentrer dans le détail, c'est plutôt le but en fait de cette slide, ce sera plutôt de vous montrer, d'aller à la source de la réglementation. Donc vous avez ici le règlement dit REACH, celui qui est actuellement en vigueur, et qui précise que du coup, ceux qui sont soumis à cette réglementation donc peuvent faire l'objet soit d'une autorisation, d'une procédure d'autorisation, d'une procédure de restriction d'utilisation, ou alors parfois pour ceux qui sont pour les substances qui sont considérées comme extrêmement dangereuses. Donc il y a une liste de ces substances qui pourront permettre aux personnes concernées donc, de les consulter. Donc vous avez évidemment plusieurs liens sur des sites internet que je vous invite très fortement à aller consulter pour en savoir davantage. Ce sont des sites bien sûr officiels. Je pense particulièrement à ce site que j'ai mis en gras en bas de cette slide, ce site qui est un site du ministère français. Et cela vous permet, en fait, il met en place un système de helpdesk. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions. Vos interlocuteurs, qui sont en fait l'administration, est tenu de vous apporter une réponse dans un délai circonstancié. Vous avez également une multitude d'informations sur l'actualité relative au règlement REACH. Donc, c'est, on va dire, une source d'information très intéressante. Donc, évidemment, les CCI sont aussi à votre disposition si vous souhaitez avoir un complément ou un éclairage par rapport à cette réglementation REACH. Nous allons passer maintenant à la directive sur les D3E. Donc, cela veut dire déchets d'équipements électriques et électroniques. Qu'est-ce que c'est que cette directive? Son objectif est d'organiser la gestion des équipements électriques et électroniques en fin de vie. C'est-à-dire en fin de vie, ça veut dire à partir du moment où ils sont passés au rebut. Cette directive, elle reprend le principe du pollueur-payeur, selon lequel les fabricants sont responsables du cycle de vie des produits et du financement de leur collecte et de leur traitement. Et donc, du coup, cette directive, elle prévoit plusieurs systèmes de collecte sélective. Et pour connaître en fait la liste des éco-organismes agréés, il ne faut pas hésiter à nous recontacter. Nous pouvons vous transmettre les coordonnées de ces éco-organismes, la liste en tout cas de ces éco-organismes, notamment ceux qui sont dans le département de l'Ain. Donc, vous aurez mes coordonnées à la fin de ce webinaire. Toujours de manière non exhaustive, mais 2 autres directives qui peuvent vous intéresser. Nous pensons à la directive éco-conception dite ERP. Alors aujourd'hui, elle est d'application volontaire pour certaines familles de produits, mais pour d'autres produits, elle est obligatoire, si je puis dire. En fait, dans ces cas-là, pour ces familles de produits dont cette directive est obligatoire, en fait, cela veut dire que ces produits ont fait l'objet d'une mesure d'exécution. Donc, nous pensons par exemple, un exemple tout bête, les luminaires et les lampes LED. Donc, évidemment, pour connaître en tout cas ces mesures d'exécution, l'idéal c'est évidemment de nous recontacter pour savoir si votre produit est concerné ou non. En tout cas, toujours est-il, c'est que la directive éco-conception dite ERP est soumise au marquage CE. Nous passons maintenant à la directive étiquetage énergétique. C'est en général un corollaire d'un produit qui est soumis au marquage CE, comme par exemple les produits basse tension. Je donne l'exemple, encore une fois, de mon exemple tout à l'heure de
du sèche-cheveux ou d'une machine à laver, etc. Donc, il y a cette fameuse étiquette énergie. Et donc, du coup, pour ces produits-là, il y a cette obligation de fournir une étiquette qui comporte des informations relatives à la consommation du produit, notamment la consommation en énergie, pardon. Et le but étant de fournir au consommateur final, par voie d'étiquetage, des informations relatives à la consommation énergétique du produit et lui permettre ainsi de choisir le meilleur produit qui propose en tout cas le meilleur rendement en matière de consommation d'énergie. Nous avons ici une adresse mail spécifique pour tous les sujets d'ordre environnemental qui est ci-dessous, donc environnement@1.cci.fr pour plus de renseignements. Nous voici arrivés à la 5e partie de notre webinaire, donc qui consiste à vous présenter le réseau Enterprise Youth Network. Donc ce réseau qui pourrait en tout cas vous s'avérer indispensable, enfin tout du moins nécessaire et intéressant si vous avez besoin d'être accompagné ou si vous avez des questions à poser sur la réglementation applicable à un produit destiné à être mis sur le marché européen. Donc, pour faire clair, ce réseau Enterprise Youth Network est un réseau qui a été lancé en 2008 à l'initiative de la Commission européenne et qui fonctionne en tout cas sur la base d'un guichet unique. Cela veut dire que partout en Union européenne, dans les pays membres de l'Union européenne et même au-delà, pour certains pays que l'on considère tiers à l'Union européenne et qui font partie de ce réseau, donc il y a des points d'entrée c'est-à-dire des organismes qui font partie du réseau et qui sont susceptibles de vous apporter divers services et divers accompagnements, diverses solutions qui vont vous aider d'une part à mettre au point un projet innovant ou en tout cas à vous aider dans votre processus de recherche, enfin, votre développement en matière de R&D, d'innovation également au niveau de votre développement à l'international. Donc le réseau, on va dire, a une double casquette. Donc le volet international, puis nous allons voir tout à l'heure le volet innovation. Donc vous allez me dire que peut-être que le volet international n'est pas forcément l'objet de notre webinaire aujourd'hui, mais comme c'est un composant important de notre réseau Enterprise Youth Network, il me paraissait nécessaire d'évoquer ce côté-là. Donc c'est-à-dire que le réseau pourra vous aider à conclure des partenariats transnationaux au niveau commercial, comme par exemple trouver un distributeur à l'étranger, que ce soit en Union européenne, mais également dans les 38 autres États tiers à l'Union européenne, membres de ce réseau. Et le but, évidemment, étant donc de vous faciliter la conclusion de partenariats commerciaux. Et le but étant aussi de favoriser des rendez-vous B2B, des rencontres, et de vous aider en tout cas à identifier les bons partenaires à l'étranger. Au niveau innovation, donc le réseau Enterprise Youth Network pourra vous apporter alors différents services. Donc il y a également, alors au niveau commercial, on a évoqué le fait que ce réseau-là peut vous proposer en tout cas de participer soit à des événements transnationaux ou en tout cas pourra vous aider à trouver un partenaire au niveau commercial, mais c'est également le cas au niveau R&D et innovation. Nous avons vraiment ces deux casquettes-là au niveau Enterprise Youth Network. Nous avons également, grâce à ces réseaux, la possibilité de vous accompagner pour trouver des financements européens et également vous sensibiliser à la question de la propriété intellectuelle. Donc quand je parle de financement européen, ça veut dire de vous aider à trouver comment trouver des financements pour financer un projet innovant. Donc, pour en revenir à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce qui concerne, on va dire, le côté réglementaire d'un produit, donc nous proposons dans le cadre du réseau Enterprise Youth Network ce qu'on appelle des advisory support, c'est-à-dire des conseils réglementaires individualisés et personnalisés. Donc, nous avons des experts du réseau qui vous fournissent des conseils sur mesure. Donc, il suffit en fait de nous contacter via l'adresse mail que donc, je vous ai déjà indiqué tout au long de ce webinaire. Vous allez également avoir mes coordonnées parce que je suis
à la CCI de l'Ain au niveau réglementaire votre point d'entrée Enterprise Europe Network. Donc, vous commencez déjà par nous contacter par téléphone ou par mail, nous poser une question sur « je souhaite mettre sur le marché européen tel produit ». En général, vous nous faites une description de votre produit et en fonction des éléments apportés, nous allons pouvoir vous apporter, on va dire, un premier niveau de réponse par rapport à votre produit. Et évidemment, vous mettre en contact avec des organismes, des experts plus spécialisés, par exemple basse tension ou directive CEM, ou par exemple aussi pour la question des dispositifs médicaux, on vous orientera vers les bons interlocuteurs, les bons experts qui vont vous aider à poser le marquage CE sur un produit. Donc, pour vous donner un titre d'exemple, on a choisi par exemple le cas d'un profil d'une entreprise de commerce de gros qui nous pose une question à la Chambre de commerce d'industrie de l'Ain, par exemple. Donc, je vais vous lire la question. Notre entreprise souhaite acheter une machine-outil auprès d'un fournisseur domicilié en Suisse, mais qui est fabriqué en Chine. Et l'entreprise se pose les questions suivantes. Quelles sont mes responsabilités au regard du marquage CE? Comment puis-je m'assurer que la machine est bien conformité aux directives européennes? Et là, donc, que va nous proposer le réseau EEN? Donc, le réseau EEN, dans un premier temps, pourra vous proposer une recherche documentaire et juridique, vous permettra également d'identifier là où les directives et règlements qui concerneront le projet, ou en tout cas le produit. Le réseau vous proposera également d'analyser des documents que vous pouvez nous fournir pour justement un petit peu mieux comprendre la problématique. Nous vous transmettrons bien entendu des fiches pratiques si nécessaire pour comprendre comment fonctionne le marquage CE. Et donc on va également faire un bilan réglementaire personnalisé et sous généralement la forme de ce qu'on appelle une to-do list que nous vous conseillons ou en tout cas que nous vous enverrons par mail. Et dans le cadre du réseau Enterprise Europe Network, évidemment, ce qui est très important, c'est qu'on va vous proposer un partage d'expérience avec d'autres entreprises au niveau européen, en tout cas faisant partie du réseau EEN. Donc, ce partage d'expérience se fait en général au moyen de webinaires, par exemple, ou de rencontres au niveau local ou régional, où nous allons justement faire en sorte d'aider les entreprises à se rencontrer, à échanger sur des problématiques similaires. Donc, par exemple, à titre d'information, le webinaire d'aujourd'hui auquel vous participez fait partie de ces outils que nous mettons à la disposition de nos entreprises pour justement les aider à mieux comprendre la réglementation européenne. Voilà, nous arrivons à la fin de notre webinaire. À titre d'information, je vous ai mis les 3 prochaines rencontres webinaires que nous organisons. Donc cela ne touche pas forcément que de la réglementation produit. Vous allez vous rendre compte que nos webinaires peuvent toucher différents sujets très divers, comme par exemple le Brexit, jeudi 19 décembre. Nous aurons également en 2020 un webinaire sur le RGPD et également le 6 février un webinaire sur la plateforme collaborative Ecobiz nucléaire. Donc ça, c'est mon collègue Jérôme Caposiena qui sera en charge de ce webinaire. Voici ici mes coordonnées pour avoir un premier avis sur votre produit. En tout cas, si vous souhaitez aller plus loin que cette présentation, donc, je suis à votre disposition. Vous pouvez m'envoyer un mail aux deux adresses mail que vous voyez ici. Vous pouvez également m'appeler. Je suis à votre disposition et à votre écoute. Donc, si vous avez des questions, maintenant c'est le moment de les poser encore une fois via la plateforme ou la boîte de dialogue que vous avez sur votre droite de votre écran. Donc, les questions sont posées par écrit pour un meilleur confort d'écoute. Nous avons coupé vos micros. Donc, c'est le moment de poser vos questions. Donc, je vois qu'il y a une question posée. Donc, je la lis. L'accompagnement de la CCI et ou du réseau EEN sont-ils payants? Alors, pour répondre à cette question, la réponse est non.
Les services sont gratuits au niveau EEN en tout cas, puisque ce réseau EEN en fait est financé en partie par la Commission européenne et en partie par votre CCI. Donc nous proposons à ce titre-là un accompagnement gratuit. Alors bien sûr, cela touche évidemment, on va dire, un accompagnement premier niveau. Cela étant que donc, notre accompagnement ne prétend pas être exhaustif, il est en général une première étape dans votre recherche de la réglementation et dans votre approfondissement de la recherche documentaire. Évidemment, cela suppose que par la suite, un expert ou on va dire un organisme tiers vienne prendre le relais pour vous accompagner de manière concrète. D'autres questions? Je laisse encore un petit temps avant de mettre un terme à ce webinaire. C'est le moment de poser vos questions en tout cas. N'hésitez pas évidemment à me recontacter personnellement, à revenir vers moi si vous avez des questions, si vous avez besoin d'approfondir tel ou tel élément que nous avons évoqué dans ce webinaire. Je suis à votre écoute, en tout cas pour tous ces sujets. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Petite précision supplémentaire, la présentation PPT de ce webinaire vous sera transmise par mail. Cela vous permettra d'avoir une trace et un support pour revenir sur ce que nous avons évoqué tout au long de cette présentation. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et votre participation.